All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Mardi, CIG a publié une émission Pillar Talk pour nous parler de leur plan pour l'année 2020 et l'émission a été assez mal reçue par la communauté car c'est une émission qu'ils ont enregistrée en novembre de l'année dernière pendant la CitizenCon. Donc en fait, on apprend des choses qu'on savait déjà, surtout que certaines ont changé entre temps avec les reports de fonctionnalités. L'Object Container Streaming côté serveur va continuer d'être amélioré en vue de créer le serveur meshing pour réunir toute la communauté sur un seul serveur. Le service beacon et l'envoi de signaux d'alerte à d'autres joueurs sera entre-temps limité à un seul serveur. La persistance totale est toujours en chantier, leur objectif étant d'avoir absolument tout de persister dans l'univers, du moindre objet que vous laissez au fin fond de l'espace jusqu'à la base que vous aurez créée sur une lune. Selon Tony Zurovec, en 3.9, la persistance devrait être assez poussée pour sauvegarder les endroits où les minerais ont déjà été exploités et nous obliger à chercher ailleurs. Le système Pyro est prévu pour arriver cette année et ils sont très contents d'en être arrivés là car c'était pas possible sans l'Object Container Streaming côté serveur. Créer le système Stanton a permis de créer les outils pour la création d'environnements comme les planètes et les stations, et comme Pyro n'est pas autant peuplé que Stanton, sa création devrait être beaucoup plus rapide. Ce système devrait avoir un impact significatif sur l'économie, car il obligera les joueurs à travailler ensemble pour affronter les pirates et l'environnement hostile de ce système. Tony Zurovec a commencé à parler des mécaniques de jeu liées au recyclage d'épaves qu'on pourra trouver dans le système Pyro, mais Chris Roberts a vite embrayé sur les mécaniques de jeu liées aux prisons qu'on a déjà vues. La théorie de certains, c'est que le ferraillage d'épaves nécessite une persistance assez poussée, ce qui n'est pas encore le cas, donc Chris Roberts a esquivé le sujet, et on pourra pas profiter de cette mécanique de jeu avant un moment. Et enfin, le système de lobby va être amélioré, mais on le savait déjà, et le mode théâtre de guerre va continuer d'évoluer au cours de l'année, mais on le savait déjà aussi. Le lore-post de mardi racontait l'histoire d'un informaticien récemment embauché par Microtech et qui se faisait voler ses accès par un pirate au cours d'une soirée un peu arrosée. Après s'être rendu compte du vol, il s'est rendu compte qu'un malware sur les serveurs de Microtech copiait lentement mais sûrement des petits paquets de données pour les envoyer vers une destination inconnue. Remonter jusqu'à la destination des données lui a pris plusieurs jours, et il termina ses recherches au beau milieu du blizzard de la toundra de Microtech, où il trouva un mini data center dans un bunker sous la neige. Il parcourra les fichiers sur les serveurs, découvrit des morceaux de logiciels, de technologie, de brevets et de niveaux de Star Marine en cours de développement, et décida que la meilleure solution pour éliminer toute possibilité de vol ou de preuve qu'il était en partie responsable de ces fuites, était de désactiver le système de ventilation du bunker pour griller l'intégralité des serveurs. Bref, c'est certainement une mission qu'on aura la possibilité de faire plus tard dans le jeu. Jeudi, l'émission Inside Star Citizen nous présentait les derniers progrès de la mise à jour 3.9 et c'était déjà beaucoup plus intéressant que les épisodes des 2 semaines précédentes. Ils ont monté une petite équipe au sein du studio de Manchester qui s'est concentrée sur l'expérience de jeu en vol, notamment avec un ingénieur du son qui est pilote de planeur et qui a pu apporter son expérience sur le sujet. Leurs travaux visent à unifier les mouvements de tête de notre personnage lorsqu'on pilotera un vaisseau. Si j'ai bien compris, si on dispose d'un outil de head tracking, le jeu s'en servira évidemment, mais sans ça, le jeu se servira des commandes qu'on exécutera à la souris, au clavier, à la manette ou au joystick, pour simuler au mieux le mouvement que ferait notre tête pendant certaines manœuvres, comme se pencher naturellement dans les virages. Il y aura toujours un mode manuel pour regarder librement autour de soi, qui devrait marcher aussi bien au contrôle à la souris qu'avec un outil de hand tracking, et qui devrait permettre d'orienter les armes montées sur des cardans. Ils vont aussi ajouter des options dans le jeu pour régler les zones mortes de nos contrôles, mais ils ont en revanche pas précisé si tout ceci serait disponible pour la 3.9. Sur les prisons qu'on a vues la semaine dernière, on a pu voir le ring de boxe dont ils ont parlé dans le rapport mensuel du mois dernier, des armes de mêlée improvisées, et la tenue de mineur dont on se servira pour aller travailler dans les mines de la prison. Le sac a été rendu assez gros pour nous éviter de faire trop d'allers-retours, mais pas trop quand même pour qu'on puisse quand même circuler dans les couloirs étroits des mines de la prison. Et tout ça, en revanche, devrait arriver avec la mise à jour 3.9. Les environnements des planètes continuent d'être améliorés avec le nouveau shader organique, avec ici des images des coulées de lave solidifiées sur la lune de Céline. Ce nouveau shader leur permet de travailler avec plus de couleurs, de fusionner plus de textures entre elles, d'avoir un plus gros niveau de détail pour les assets, et aussi des formes uniques pour chaque asset. D'autres assets 3D ont été créés pour les forêts gelées de Microtech, comme ces arbres et ces champignons.
L'équipe en charge des effets spéciaux est en train de créer des hologrammes d'animaux pour la zone de New Babbage, des effets visuels pour mieux informer le joueur lors du minage d'un astéroïde, et surtout des effets de rentrée atmosphérique améliorés en se basant sur l'angle de rentrée du vaisseau dans l'atmosphère et répartis sur toute la silhouette du vaisseau. Mais ça, en revanche, ça sera sûrement pas prêt pour la 3.9, mais pour plus tard. Le Cutlass Blue est toujours en phase de white box, mais avec le travail déjà fait sur les Cutlass Black et Red récemment, ils s'attendent à le voir progresser assez rapidement. Et on a pu voir un prototype assez récent de sa cellule pour les joueurs ou PNJ capturés. Ils nous ont ensuite montré quelques images du Karak qui devrait arriver ce mois-ci. Les artistes terminent actuellement plusieurs pièces, notamment certaines qu'on n'a pas vues à la CitizenCon ou qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et ils continuent de travailler sur le niveau de détail pour plusieurs assets, les éclairages, l'apparence des dégâts sur le vaisseau et plusieurs autres choses. Et enfin, l'émission s'est terminée avec une petite vidéo du Hercule Starlifter de Crusader Industries. Il est entré en phase de white box, donc la phase où on détermine les dimensions du vaisseau, donc c'est vraiment un prototype récent et on n'est pas prêt de le voir arriver en jeu. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Sarah McCullough pour qu'elle présente un peu son travail sur la conceptualisation des vaisseaux et on a pu voir plein d'images de concept art pour le Mercury et le Karak. Elle a commencé par nous présenter des dizaines d'idées de silhouettes pour le Mercury qui ont servi au cours du processus de création à choisir et éliminer progressivement quel élément de silhouette Chris Roberts souhaitait garder ou pas. La première idée qui a été retenue est celle de la section surélevée au milieu du dessus du vaisseau, ce qui devrait être caractéristique des vaisseaux de Crusader Industries, tout comme le rond dorsal central est caractéristique des vaisseaux d'Anvil. Elle a aussi rapidement suggéré de donner au Mercury une silhouette asymétrique, un peu à la façon du Faucon Millennium. C'était une idée qu'elle voulait essayer, ce qui a plu à Chris Roberts, donc ils l'ont gardé pour la suite. Le Mercury étant un vaisseau de transport, de scan et de transmission de données, ils ont vite décidé d'avoir une antenne clairement visible à l'extérieur du vaisseau, comme le Faucon Millennium, mais avec une structure en forme de dôme qui rappellerait plutôt R2D2. Comme pour chaque vaisseau, ils ont été de concept en concept successifs pour arriver à la version finale du Mercury. Une fois l'aspect extérieur du vaisseau déterminé, ils ont dû lui choisir un gabarit et être sûr qu'il ne dépassait pas certaines dimensions pour qu'il puisse tenir sur certaines plateformes d'atterrissage. Et une fois ceci fait, elle a ensuite travaillé avec les artistes qui créent réellement les vaisseaux dans le jeu pour commencer à imaginer son architecture interne, que ça soit pour l'architecture des pièces, des couloirs et de la disposition des caisses de marchandises. Le Mercury étant un vaisseau de transport de données, une bonne partie de la pièce principale sera occupée par des armoires de serveurs. Et parce qu'il sera toujours possible de transporter des objets ou des données qu'on n'est pas censé avoir, le vaisseau aura des conduits de ventilation où on pourra se cacher ou cacher des objets. Son travail a aussi consisté à déterminer les emplacements des armes, des trains d'atterrissage et des propulseurs, ce qui est encore moins simple sur un vaisseau asymétrique. Pour finir sur le Mercury, on a pu voir quelques images des premiers skins qu'ils ont imaginés en s'inspirant des patterns de couleurs un peu exotiques qu'ont certains papillons, des images de l'intérieur du vaisseau avec son éclairage, et le vaisseau final dans des situations de jeu pour des images de promotion. L'émission s'est terminée avec quelques concept art plus ou moins récents du Karak, et on apprend, entre autres choses, que la salle des cartes qu'ils avaient imaginée en s'inspirant lourdement de Mass Effect a été abandonnée. Et pour finir sur cette émission, on a appris que l'émission Inside Star Citizen de la semaine prochaine nous présentera les progrès qu'ils ont réalisés sur les lunes de Microtech, et entre autres choses sur l'infirmerie du Karak. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.9 de Star Citizen, les tâches liées aux personnages et à l'intelligence artificielle sont presque terminées, les tâches liées aux environnements avancent assez lentement, à se demander si New Babbage sera terminé pour fin mars, les tâches liées aux mécaniques de gameplay avancent correctement, CIG étant enfin devenu réaliste sur ce qu'ils peuvent réussir à faire en un trimestre sur ce sujet. Par contre, pour ce qui est des vaisseaux, même s'il y en a un seul nouveau de prévu et un ancien à améliorer, il y a peu de chances pour qu'on les ait fin mars, tant ça avance pas. Et pour finir sur Squadron 42, à moins d'un gros changement soudain sur la progression qui est présentée, je crois que je vais arrêter de faire un point hebdomadaire sur cette roadmap et plutôt en faire un mensuel, parce que là, c'est devenu un sketch. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.